Salam alaikum Azul, bonsoir. Pour de nombreux Algériens, les 20 dernières années ont été des jours heureux, si tant est que bonheur est synonyme de ripaille, de consommation débridée, d'étalage de richesse, de choufouni yenes. Oui, le régime avait compris que pour pouvoir piller la formidable manne qui lui était tombée dans le giron, à la faveur de l'explosion des prix du baril, il lui fallait élargir le cercle des boostifyers, ceux qui allaient devenir ses alliés naturels, pour la simple raison qu'eux aussi allaient pouvoir se sustenter à la mamelle nationale. Il se passa malheureusement que l'appétit venant en mangeant, c'est la vache tout entière qui fut engloutie. 1000 milliards de dollars furent ainsi gaspillés à faire bambance, à jeter de l'argent par les fenêtres, à corrompre de larges catégories sociales. En fait, ce fut une véritable anesthésie générale, au point où les Algériens en arrivèrent à tout accepter, jusqu'à une corruption généralisée, une corruption des mœurs, jusqu'à des élections où les sièges sont vendus aux enchères, dans un Kfazistan où le chef de l'État fut reconduit à un 4e mandat, alors qu'il était dans une totale incapacité de réciter la table de multiplication de 2. Dans un Kfazistan où une meute de nouveaux riches en milliards de dollars, se servent directement, et sans même se cacher, dans les caisses de l'État, et même plus, puisqu'ils en arrivèrent jusqu'à limoger un chef du gouvernement qui avait imprudemment osé les traiter de prédateurs. L'Algérie de Ben Mehdi avait laissé la place au Kfazistan bouteflikien. Un Kfazistan où les grandes figures qui crèvent l'écran sont celles de Ould Abbas, Ammar Ghoul, Haddad, Sidi Saïd, Yahya et la compagnie. Avec la baisse vertigineuse des prix du baril, les Algériens découvrirent du jour au lendemain que ceux qui avaient fait main basse sur le pouvoir ne savaient rien faire d'autre que blablater et dépenser l'argent des hydrocarbures. Que cet argent était la seule richesse du pays, la seule. Un pays qui ne produit rien, ou si peu. Et dont les quelques réserves d'argent qui ont été économisées sont en train de fondre comme beurre au soleil. Et ils découvrent aujourd'hui, les Algériens, que c'est une mafiocratie qui est à la tête de leur pays, qu'elle est dans la plus totale incapacité de gérer serait-ce la plus petite commune. Ils ne savent que dépenser un argent qui provient de ressources naturelles, qui leur tombe naturellement dans la poche, j'allais dire. Et la décision de Ouyahia d'imprimer de la fausse monnaie pour pouvoir payer les salaires est la preuve par 9 qu'ils ne peuvent ni innover, ni imaginer, ni encore moins mettre le pays au travail. Parce qu'on ne peut pas demander à une société qui a désappris le travail, l'austérité, la rigueur, le sérieux, le civisme, de se retrousser les manches comme ça, du jour au lendemain, de tout démolir pour tout reconstruire, de serrer la ceinture pendant au moins 20 ans, au moins. On ne peut pas demander à la société algérienne de tels sacrifices après l'avoir vidée de toutes ses valeurs vraies d'intégrité, de sobriété, de courage, d'honnêteté. On ne peut pas demander à une société où on a hissé les pires turpitudes au sommet du minaret de bouleverser sa toute fraîche échelle des valeurs faites de kfaza, de mensonges, de corruption et de système D
pour la troquer contre de la sueur et des privations, contre du sérieux, du vrai, du droit, de la dignité. Ils ont pu transformer l'Algérie en Khwazistan, mais ils ne pourront jamais faire de leur Khwazistan une Algérie telle qu'elle fut, rêvée par ceux qui lui avaient tout donné jusqu'à leur vie. L'Algérie était un pays qui vibrait d'allégresse. Le Khwazistan est une créature qui se vautre dans le caniveau de l'ignominie. C'est toute la différence, malheureusement. Il a été très facile de précipiter le pays dans l'abîme. Il sera très difficile de l'en extirper. Et c'est cela qui semble avoir plongé la société algérienne dans l'inquiétude et la perplexité. Depuis que les porte-voix du régime, politicards et relais de toutes sortes, claironnent que le pays n'est même plus en mesure de payer les salaires des gens, qui ne pourra plus entretenir le grand bazar de l'import-import, ni lancer de gros projets dans le genre de la catastrophique autoroute Est-Ouest, le projet du siècle, ni soutenir les prix des produits dits de première nécessité, ni subventionner le carburant, ni faire fonctionner au même niveau de dépenses des secteurs ultra stratégiques comme l'enseignement, la santé, les transports, l'énergie, l'hydraulique et tout le reste par ailleurs. Pour le moment, les seuls budgets qui n'ont pas été atteints par la formidable austérité qui se profile à l'horizon sont ceux de l'armée, de la police et des relais sociaux du régime. Vous les connaissez, parce que ce sont ces remparts et la seule garantie de sa survie. Et c'est tout cela qui fait planer sur le pays ce climat d'incertitude, d'angoisse. Les Algériens ont peur de ces lendemains qui s'annoncent très sombres, très difficiles et très périlleux. Et ils savent, les Algériens, que ce sont les plus fragiles qui vont payer la facture très lourde de l'incompétence et de la gabegie. Ils sont déjà en train de payer. Ces retraités, ces millions de chômeurs, ces gens qui n'ont pas de logement, ces gens qui sont handicapés, qui sont en position de handicap physique ou mental. Ils ne savent pas ce qui va advenir de leur vie, ni si des hommes providentiels vont se manifester pour sauver ce qui reste d'un pays en déshérence. Les Algériens sont inquiets, au bord du désespoir. Et cette ambiance délétère est très présente, prégnante, oppressante. Les Algériens attendent des réponses de gens à qui ils font confiance et qui restent désespérément muets, contrairement aux porte-paroles du régime tonitruant, empli de vaine suffisance, qui continue de pérorer, de noyer le poisson, de pontifier, de promettre monts et merveilles et qui ne se sont pas décidés à partir malgré tout le mal qu'ils ont fait à ce malheureux pays. Ils ne sont pas prêts à partir puisqu'ils sont encore à hésiter entre un 5e mandat et un Chakib Khalil. C'est dire. Aujourd'hui. TSA, les prévisions sur fond d'inquiétude du gouvernement pour la période 2018-2020 par Yassine Babouche. El Watan, cri d'alarme d'une Algérie en larmes par Jamel Zenati. Algérie Focus, émigration clandestine, le désespoir des haragas algériens détenus en Espagne par la rédaction. Algérie, l'état d'esprit des Algériens, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et j'ai le plaisir, pour en parler, de recevoir ici Boukhalifa Ben Mamar, militant des droits de l'homme. Merci Boukhalifa d'être avec nous. Je vous en prie, bonsoir Jamal. Bonsoir. Alors, depuis le Canada, avec nous notre ami Hassan Moussi, économiste et militant des droits de l'homme, et depuis l'Algérie au téléphone, Sassi Balgat, économiste et enseignant-chercheur. Enseignant à l'université et chercheur dans le monde de l'agriculture, dans le secteur de l'agriculture. Boukhalifa Ben Mamar, donc,
Qu'est-ce qui se passe en ce moment en Algérie? On est en train de ressentir aujourd'hui une vraie inquiétude, une vraie perplexité aussi de gens qui ne comprennent pas qu'un chef du gouvernement, enfin qu'un Premier ministre, on arrive à leur dire nous n'avons même pas de quoi payer les salaires de novembre. C'est-à-dire, il l'a dit il y a moins d'un mois. De déclarations contradictoires des uns et des autres, de l'annonce prochaine, imminente, de réduction drastique dans le soutien des prix, des haragas qui se multiplient par milliers. Qu'est-ce qui se passe? Au fait, on l'avait d'ailleurs, on en avait parlé l'année dernière, même tout au début de l'année dernière, ici sur le plateau. Je m'en rappelle. Moi, personnellement, me basant quand même sur des rapports d'organisation très au fait de la chose économique, avait prédit quand même pour la fin de l'année 2007 et début de l'année 2018 une rupture budgétaire qui était la conséquence, qui était quand même la conséquence directe du fait que les ressources financières de l'Algérie s'étaient tarées, donc la réserve avait fondu comme neige au soleil, d'une part, conjuguée à cela non seulement à la chute du prix du pétrole, parce que si ce système avait quand même un peu une once d'honnêteté, en se basant sur des prévisions plus ou moins, je ne dirais pas pessimistes, mais s'ils avaient modéré leur appétit de prédateurs, auraient pu quand même mettre et compenser la perte du prix, enfin la perte au niveau des recettes pétrolières par une dimension prédatrice beaucoup plus raisonnable. On ne serait peut-être pas là, ça aurait repoussé l'échéance à l'année d'après. On dirait que, parce que personne n'avait prévu une telle dégradation aussi vite. Tout le monde avait tablé sur fin 2019 quand les ressources des réserves de change se seraient totalement épuisées. 2019-2020, ils sont du temps qu'ils ont les réserves de change. Ça viendra compenser le manque à gagner induit par donc la baisse des prix du baril. Ils auront un peu leurs 60 à 70 milliards de dollars, un peu de réserves, un peu de ce qu'ils font rentrer, 30 à 35 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'ils pourront maintenir à peu près le niveau des dépenses actuelles, même s'ils doivent baisser d'une dizaine de milliards les importations, en rognant un peu sur des choses vraiment superficielles. On se disait qu'ils vont pouvoir gérer d'ici là, mais là, on dirait qu'eux-mêmes paniquent. Ils en arrivent à nous annoncer un faramineux recours à la planche à billets, alors que normalement, ça ne devrait pas être le cas, d'autant plus que la planche à billets, elle va faire du dinar. Or que ce pays ne fonctionne qu'avec des devises. Oui, mais le souci, c'est que si on revient sur une analyse un peu objective de la situation, ça ne s'est pas fait d'un seul coup, puisque le scénario s'est fait quand même sur 3 phases. Donc vous imaginez, ça ne fait pas très longtemps, où on a eu droit à des images qui, entre parenthèses, ont été inédites de la décennie noire. C'est-à-dire aussi, c'est un message subliminal en direction des populations, de façon de leur faire peur aussi. Oui. Sans nous, ça va être l'anarchie, donc on risque de revenir en arrière. Il va arriver ce qui va arriver, si vous branchez, voilà ce qui vous attend. Tout à fait. Le problème aujourd'hui, c'est que le système donc, travaille sa communication, mais une communication d'une médiocrité sans pareil, d'autre part. Et quand vous voyez quand même les charlatans qui en sont les porte-paroles, donc je ne dirais même pas les martyrs parce que je ne veux pas enfoncer leur mémoire, mais je dirais de toute façon, tout Algérien qui se sent profondément algérien se sentirait quand même atteint dans sa dignité d'Algérien, de tout ce qui compose sa propre identité d'Algérien. On est quand même représenté par des charlots, il faut le dire. Mais eux, ils sont à l'aise, hein. Ils sont à l'aise quand ils s'expriment, ils sont vraiment pas gênés. Dans la pire des situations, ils sont là, bien rasés, bien pomponnés, fessus, moustachus, ventrus, tranquilles. Ils ont des portes de sortie. Ils ont tous des portes de sortie. Donc vous imaginez le chef du gouvernement chez nous qui dispose d'une entreprise de transport avec je ne sais pas combien de bus, avec des enfants. C'est vrai cette histoire. Il lui a démenti, il a dit moi je n'ai rien,
Ni mes enfants, ni ma femme, on n'a rien du tout. Je pense qu'il a dit quelque chose il a déclaré quelque chose de cet acabit, qui a été quand même pris en flagrant délit par le journal Algérie Part d'Abdou Samar, qui a dit chiche. Donc il a démontré quand même la ramification du micro ou du macro-empire économique du généralement des pompes Afrique. Tout à fait. Et puis, des pompes Afrique. Ils ont des pompes qui aspirent de l'argent de façon très tout à fait. Et puis, efficace. Ils ont un business model. Ils ont tous des boîtes de communication. Oui. Donc, qui arrivent à gratter des marchés de l'État. Oui. Donc, qui sont en réalité des entreprises masquées pour se renvoyer des ascenseurs de pompes Afrique. Des pompes Afrique. Voilà, je pense qu'un étudiant de première année ou deuxième année d'une quelconque faculté d'économie serait à même de déconstruire ce modèle et d'en expliquer les tenants et les aboutissants. Mais ce qui est quand même dramatique, c'est que là, on ne parle pas d'un enjeu à l'échelle d'une petite communauté, c'est l'enjeu de tout un pays. Et par là même, donc un pays qui représente quand même, qui a son poids dans un environnement géopolitique et géostratégique d'une importance capitale dans le bassin sud-méditerranéen. Donc vous imaginez toutes les implications d'un pays comme le nôtre. Donc si on revient à Al-Haraga, à qui on ne laisse pas, qui ne sent que l'expression, mais ce qu'on oublie, c'est que la décennie noire, effectivement, la comptabilité macabre qui nous dit qu'il y a plus de 200 000 morts, sans compter le nombre de disparus, sans compter le nombre d'orphelins, de veuves d'aujourd'hui, on oublie que cet épisode a vidé l'Algérie de sa sève. On ne compte pas le nombre d'universitaires qui sont partis les 5 premières années du début de la guerre. On parle d'1/4 million. Presque autant que les victimes, que les morts de la même... Il y a eu autant de morts que d'intellectuels qui sont taillés, comme on dit. Donc ce dommage qu'on a qualifié de collatéral, à un moment donné, il faudra à un moment donné revenir là-dessus et voir l'étendue qu'il fait. Aujourd'hui, beaucoup de ces gens-là ne sont pas prêts de rentrer au pays, du moins dans ces conditions. Leur vie est ailleurs maintenant. Bien sûr. Très peu rentreront, même dans le meilleur des cas, même si ça s'arrange, très peu rentreront parce que leurs enfants sont nés ailleurs, leur vie est ailleurs, leur carrière. Nous allons recevoir Hassan Moussi. Hassan Moussi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Jamal, bonsoir à vous tous. Et puis je passe un grand bonjour à notre ami Boukhalifa et puis... et à Sassi Balgat qui est avec nous. Alors, Hassan Moussi, vous venez... C'est qui Jamal, pardon? Hassan Moussi, vous êtes au Canada et vous venez de rentrer d'Algérie où vous avez passé plusieurs semaines. On s'est parlé au téléphone, vous m'avez fait part de votre, j'allais dire, effarement. Vous êtes littéralement choqué de ce que vous avez vu, de ce que vous avez constaté. Parlez-nous un peu des observations que vous y avez fait, ce que vous avez constaté au sein de nos compatriotes qui vivent en Algérie. Oui, Jamal, oui, bien sûr, bien sûr. J'ai passé quand même un mois. Je ne sais pas si je me suis senti être présent dans mon propre pays ou encore étranger chez moi, comme dit l'autre. Je ne vais pas redire ce qu'a dit notre sympathique ami Boukhalifa par rapport aux problèmes économiques. Je vais essayer de répondre rapidement à votre question, Jamal. Bien que je l'appuie totalement dans ce qu'il venait de dire, on va vers la planche à billets, c'est un fait. Et malgré tout, Jamal, nous ne tarderons pas à aller vers le FMI. Ça, c'est une certitude aussi. Nos caisses sont malheureusement vides aujourd'hui. Dans la réalisation, je dirais moi, du vide, au risque de me répéter. Nos caisses sont vides dans la réalisation du vide et à remplir les poches et les comptes de ceux qui sont censés veiller à notre bonheur, à Jamal, et à notre sécurité. Malheureusement, l'homme, je dirais bien, heureusement, l'homme est la ressource la plus précieuse partout dans le monde, sauf chez nous, malheureusement, à Jamal. D'abord, je vais être pragmatique et permettez-moi de dire au mieux que possible, tenant compte de mon honnêteté et humilité intellectuelle à Jamal, pour dire les choses vraies et les dire comme elles sont, comme elles se présentent réellement au sein je dirais moi, de la société algérienne. Vous m'écoutez, Jamal? Allô? On vous écoute très bien, Hassan. Ok, très bien. Donc, je disais,
Oui, très bien. D'abord, je dirais à Jamal, personnellement, ça c'est une chose à laquelle j'y tiens beaucoup. D'abord, je dirais que l'Algérien lambda n'a jamais exigé une vie de pacha, ya Rabbil Alamin. Ce n'est pas du tout dans sa culture. De nature, l'Algérien, c'est quelqu'un qui rejette la hogra et l'injustice. Nous l'avions tout le temps dit. Cet Algérien lambda, moi, toi et n'importe lequel Algérien, ne demande et ne cesse de le faire que ce qui lui revient de droit et qui naturellement lui permettra d'être, si vous voulez, équilibré et utile à sa famille et à son pays. C'est-à-dire un logement, un emploi, je dirais une école pour ses enfants, un hôpital pour se soigner et être sécurisé quelque peu. C'est d'ailleurs ce que lui donne le droit toutes les constitutions algériennes depuis 62. Cependant, à Jamal, majoritairement les élus qui sont à la tête de nos institutions, bien sûr, je dirais moi, sans qu'ils ne soient élus, malheureusement, je ne me contredis pas, je sais ce que je dis. Donc ceux-là qui sont constitutionnellement censés demeurer, je dirais, au service du citoyen, s'occuper de lui, s'exercer du mieux qu'ils peuvent, comme l'a si bien dit notre ami Boukhalfa, à régler les problèmes du citoyen, améliorer son mode de vie, nourriture, soins, formation, éducation, et le sécuriser quelque peu. Ces gens-là font malheureusement à Jamal tout le contraire de cela, poussant le bouchon plus loin jusqu'à appauvrir le Mais citoyen. C'est une vérité. Je Hassan peux Moussi, aller plus loin, Jamal, super. Oui, allez-y. Oui, je vous dis que ceux qui sont actuellement les tenants du pouvoir aujourd'hui, ils sont en train de l'appauvrir malheureusement. Je vais arriver à répondre à votre question. Ils sont arrivés à le stresser, à le mépriser. Je dirais même à l'envoyer même au cimetière, قبل الأجل, bien avant son mektoub, ya Rabbil Alamin. Ou encore de pousser au risque de sa vie, comme nous sommes en train de le constater, pour une embarcation de fortune vers l'étranger. Cependant, pour résumer tout ça et répondre un peu à votre question, Jamal, bien qu'inquiet pour son avenir et celui de ses enfants, bien que conscient du danger de cette crise multiforme dans son pays, je parle de l'Algérien, et de la maudite plèbe, ils sont conscients aussi de cette maudite plèbe qui est à sa tête aujourd'hui, ces gens qui détiennent le pouvoir. Le citoyen algérien, Jamal, est malheureusement devenu par la force des choses, selon ce que j'ai vu moi, il est devenu donc par la force des choses cette personne qui refuse la confrontation et la revendication. Hassan Moussi, Oui. plus concrètement, tout Oui. à l'heure dans mon introduction, j'ai osé un terme que j'ai donné à notre pays, malheureusement, qui était l'Algérie heureuse, l'Algérie fière, rebelle, qui est devenue le Qfazistan, le pays des Qafzines. Or, aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde les Qafz dans le pays. Il y a de larges couches de la population les plus fragilisées, les retraités, les handicapés, les personnes malades, les personnes du troisième âge d'une manière générale, les orphelins, les femmes seules, qui sont en train déjà de payer la facture. Ce n'est pas qu'ils ont peur de payer demain quand ça va s'effondrer, mais qui sont déjà en train de... J'aimerais qu'à la lumière de votre voyage, de votre récent voyage dans notre pays, vous nous disiez ce que vous avez constaté au sein de ces catégories sociales les plus fragiles, les plus fragilisées. Oui, j'ai constaté à Jamal, c'est une vérité encore une fois, nous ne sommes pas en train de gonfler les situations ou de les rendre noires totalement ou de les rendre blanches totalement. Nous sommes justes, nous voulons dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je dis que le citoyen algérien, dans sa globalité, se résigne à s'affronter lui-même. À s'affronter lui-même. Chaque jour, Jamal, j'ai constaté que chaque jour que Dieu fait, le citoyen algérien ne fait que penser à s'approvisionner de n'importe quoi et de n'importe comment en vue de satisfaire juste sa petite famille. Il s'en fiche du reste de la chose. Encore une fois, par la faute de ceux qui sont censés planifier et gérer
je dirais moi, l'actualité et l'avenir du pays, qui ont juste tourné le dos au peuple et au progrès, ne s'occupant, je dirais moi, que de leur propre personne et de leur pérennité au pouvoir. L'Algérie, donc, l'Algérie, à mon sens, selon ce que j'ai vu, est devenue alors un labyrinthe, je dirais moi, un labyrinthe diabolique et infernal, où le tag à la montagne domine, pour répondre à votre question. C'est le tag à la montagne qui domine et qui a pris des proportions énormes en Algérie, décourageant et démotivant à Jamel, le sage, je dirais moi, l'intellectuel, l'étudiant, le travailleur, le simple citoyen, etc. Il les empêche, il les démotive de communiquer entre eux, de s'approcher l'un de l'autre, ou de faire confiance, ou encore je dirais moi, de construire honnêtement et d'être fidèle à son institution. Le pouvoir, moi, j'ai constaté que ces gens-là qui sont à la tête de nos institutions, je crois qu'ils ont réussi. Hassan, restez avec nous. Restez avec nous, Hassan, je reviens à vous dans un moment. Ça, c'est Balgat, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Si Jamal. Merci. Merci. Salam alaikum. Alaikum salam. Ça, c'est Balgat. Vous êtes toujours à Mostaganem? Oui, oui, je suis à Mostaganem. Très bien. Salimna ala nas Mostaganem. Alors, ça c'est Balgat. Vous qui êtes à l'université, vous qui êtes dans le milieu rural, vous qui êtes très connu en Algérie, qui êtes très militant, dites-nous un peu en ce moment, quel est l'état d'esprit du pays? Comment est-ce vrai que les gens sont très inquiets, qu'ils sont perplexes, qu'ils ne savent pas à quoi s'en tenir? Oui, tout à fait, si Jamal. Bon, cette inquiétude, elle est, on la vit quasiment tous les jours. Hein, et en même temps, c'est un peu qui est un peu extraordinaire, enfin paradoxal dans notre pays. L'inquiétude n'est pas synonyme aussi d'un défaitisme total. Hein. Ce que les gens, effectivement, ne voient pas de solution à très court terme, d'autant plus que la situation, comme vous l'avez dit dans votre introduction, la situation financière, elle s'est aggravée. Il est vrai, la gouvernance ne s'est pas améliorée, au contraire, elle s'est même déclinée. Hein. C'est devenu une gouvernance inefficace, médiocre et prédatrice, avec l'émergence d'une bourgeoisie des oligarques qui sont insatiables. Maintenant, ils demandent plus. Apparemment, le rapport de force leur est favorable au sommet de l'État, hein, pas dans la société. Hein. Pas dans la société, mais au sommet, dans les coulisses de l'État, me semble-t-il, le rapport de force leur est favorable. Momentanément, attention, hein, parce que, et c'est ça, nous assistons actuellement, au plan politique, hein, à une alliance entre la bourgeoisie d'État, qui s'est constituée tout juste après l'indépendance, hein, dans les cercles du pouvoir, et cette oligarchie qui a émergé véritablement dans la décennie de ce que nous appelons la décennie noire. Donc maintenant, ces oligarques exigent de plus en plus. Ils sont, on a l'impression que la politique se fait par eux et ils sont quasiment au centre de toutes les décisions de l'État. À telle enseigne que la dernière université du FCE a fait déplacer tout un gouvernement. Et un Premier ministre qui répond au Lara, qui a été auditionné, quasiment auditionné par ces oligarques, un ministre des Affaires étrangères qui fait une déclaration alors inopportune lors de cette université, et j'en passe sur les autres ministres. Donc voilà un peu sur le plan maintenant de la politique menée par ce pouvoir. Bon, pouvoir avec tous ces centres de décision. Maintenant,
qui m'intéresse dans ce truc-là, c'est la société. Dans quel état elle est, la société? Et notamment ceux qui espèrent, qui se résistent, qui essayent d'améliorer du moins la situation de leur pays. Et ce qui nous intéresse, nous, en tant que citoyens, patriotes qui aimons notre pays, c'est de trouver des solutions. Et comment? Donc là, d'abord, moi je ne suis pas... en même temps, il y a cette inquiétude, une inquiétude que je partage avec les concitoyens. Je suis très inquiet de l'évolution de la situation, mais en même temps, je reste prudemment optimiste. Mais Sassi Balgat, excusez-moi de vous interrompre. Pour parler plus concrètement, par exemple, le milieu universitaire, étudiants, enseignants, comment réagissent les gens, les universitaires, les étudiants, comment ils réagissent à cette situation très confuse où personne ne sait ce qui se passe? En même temps, je vous dis, si jamais, je n'ai jamais assisté à autant de discussions que ces dernières semaines et ces derniers mois. Tout le monde en parle. Il y a une conscience nationale, une conscience populaire. Ça ne va pas. Et ça ne peut pas durer. Les gens, ils le disent. Est-ce qu'il y a une alternative dans le milieu universitaire qui est censée être à l'avant-garde de la société en cas de situation comme celle que nous vivons? L'université est censée avoir produit d'elle-même, de ses propres synergies, un mouvement contestataire, un mouvement qui aurait pu prendre la tête de la société pour exiger de ceux qui nous gouvernent de ne pas nous mener droit au mur, au moins. Oui. Pour l'instant, ce mouvement ne s'exprime pas de manière visible. Mais ce qui est, au fond, nous avons une vague énorme au sein de la société de colère. Il y a de colère et en même temps, il y a une colère sourde. Elle est visible, elle est là, elle s'exprime dans les discussions partout, à l'université ou dans les quartiers. Moi, j'habite un quartier très populaire, je vois les gens, je discute avec les petits gens, les gens qui ont un petit salaire et qui commencent un peu, ils sont agacés par cette gouvernance médiocre et prédatrice. Mais dans le même temps, c'est-à-dire qu'il y a mais il faut prendre en considération la période qui est vécue par le peuple. Le peuple, on lui a fait vivre une période, un traumatisme inqualifiable. Un traumatisme avec, vous l'avez cité, des gens, on n'en sait pas, on n'en sait rien, 100 000, 200 000 morts. Mais c'est un traumatisme qui travaille la société. Il travaille la société et tout le monde... Dans le sens où il la paralyse aussi. Les Algériens ont tellement peur de retomber dans une autre tragédie qu'ils ne sont transis, ils ne bougent plus. Non. C'est une société qui refuse, si vous voulez, d'aller dans le... comme ça, sans une alternative construite. Elle est en attente. Elle est en attente d'un mouvement construit, alternatif. Mais de quelque chose qui va tomber du ciel? D'un homme providentiel? De quelle attente il est question? Moi, je suis très pragmatique. Ça se construit. Il est impossible. Aujourd'hui, il est impossible que l'Algérie... c'est pour ça qu'on a cette peur aussi des barons de la prédation. Il y a une peur. Ils ont peur de la société. Ou alors, faut-il faire comme l'a recommandé Hamrouche, attendre que le changement se fasse de l'intérieur du régime lui-même? Non. Qui va muer? Le changement de l'intérieur, de mon avis, c'est hors de qu'il n'y a pas de chose. Il ne peut pas y avoir, les rapports de force sont tels aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de changement de l'intérieur du système. Mais on pèse aujourd'hui. La société, elle pèse. Elle pèse énormément. Et c'est pour cette raison
que même dans le budget de 2018, ils ont les prédateurs, hein, ils ont tout intérêt à saper le moral des citoyens et si vous voulez, à limiter l'accès à la modernité. Restez avec nous, je reviens à vous dans un moment, Sassi Balgat Boukhalva. Tout le monde sait que ce qui a empêché le changement, ce qui a empêché les Algériens d'exiger de ce régime qu'il leur rende leur souveraineté, leur volonté, qu'il cesse de les piller. Tout le monde sait pourquoi, comment il a fait ce régime. Il a été très primaire, hein, très sommaire. Il s'est dit, je ne peux pas manger tout seul, je ne peux pas piller tout seul. Pour pouvoir perdurer, il faut que je fasse manger le maximum de gens. Élargir le cercle de mes alliés naturels. Et c'est comme ça que depuis ces oligarques, hein, oligarque c'est un bien grand mot pour un haddad, hein, il n'y a pas que les oligarques qui l'ont enrichi $1 milliard. C'est dégressif. Il y a des cercles concentriques qui vont... et plus ils s'éloignent du noyau, plus la rente est maigre. Par exemple, ça va jusqu'aux gardiens de parking sauvages qu'on laisse faire la loi, jusqu'aux plagistes qu'on laisse occuper une plage, que celui qui occupe une place au trottoir pour vendre, personne ne lui parle, que le vendeur de kiff, etc., etc. Et ça va comme ça, ils laissent faire. Les gens ne payent pas leurs impôts, ou les seuls qui payent leurs impôts, c'est les salariés. Et donc, ils ont réussi à élargir le cercle de leurs alliés naturels, au point où certains aujourd'hui ont 4-5 voitures dans une seule famille, au point où certains ont 3-4 logements, ils roulent carrosse dans des voitures qui coûtent 3 milliards. Et donc, ces alliés naturels, aujourd'hui, seront les premiers atteints, parce qu'il n'y a plus de rente à distribuer à tout le monde. Ils sont obligés, et je finis, je vous laisse vous exprimer, ils sont obligés de continuer à entretenir le haut commandement de l'armée, parce que c'est la béquille sur laquelle ils reposent. Ils sont obligés d'entretenir leurs copains, leurs clients comme Ali Haddad, parce que ce sont leurs associés qui leur placent leur argent ailleurs. Mais les autres, il va falloir se serrer la ceinture. Et donc, une fois qu'ils auront perdu leurs alliés naturels, qu'ils ne pourront plus sustenter, qu'est-ce qui va se passer? Alors, le risque... comme toutes les sociétés où il y a une crise de légitimité politique. Voilà. Donc il faut déjà poser les clés du contexte. Donc nous sommes dans une société où il y a une crise de légitimité du pouvoir en place. Donc on fera croire aux Algériens ce qu'on veut, on fera croire aux étrangers ce qu'on veut. Il y a une crise de légitimité du pouvoir politique en Algérie. Ça, c'est un fait, plus qu'avéré. Donc maintenant, l'élargissement de la base clientéliste du régime. Donc ça, c'est un mouvement qui a été entamé depuis 62. Voilà, depuis 62. Ils en ont même créé avec les faux moujahidines pour contrer les vrais moujahidines, par exemple. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et puis, ils avaient tout intérêt à fonctionner de la sorte parce que ça permettait de neutraliser les gens. À la limite, même si ça crée des rapports de force, et ça a évité la remise en cause du système. À partir du moment où les gens se sentent redevables vis-à-vis du système d'une façon ou d'une autre, ils ne pourront en aucun cas le remettre en cause. Ça, c'est un fait. L'histoire des faux moudjahidines. Il y a aussi le professeur Sassi Balgat, que je salue au passage, comme notre ami Hassan Moussi. Moi, j'ai des amis qui ont été, je pense qu'ils devaient être profs à l'époque à l'INA de Mostaganem, donc des amis qui en disent le plus grand bien. Il nous a rendu visite, Sassi Balgat, à Paris. Hein, il est venu nous voir. Donc, pareil, il faut revoir, si on reprend aussi, juste sur un plan historique, la gestion catastrophique de la révolution agraire. Quand vous allez voir la décision politique de Boumedienne d'en haut et quand vous allez voir ses applications et les dégâts que ça a causés, tout en bas, il fallait voir. C'est énorme. Aujourd'hui, il faudrait au moins une dizaine de thèses, au minimum en Master 2 ou en doctorat, pour nous expliquer comment se fait-il que le capital agricole algérien a été hypothéqué, pas pour un siècle, mais pour le siècle des siècles, comme on dit. Il ne faut pas être super intelligent pour le comprendre. Mais on a besoin quand même de comprendre les mécanismes par lesquels l'État algérien a fait de ce pays qui était le grenier de l'Europe un siècle auparavant, on ne produit rien. Alors que notre voisin marocain exporte son blé et que l'Algérie achète le blé marocain sur le marché international. Ça, on ne le dit pas. Oui.
Donc, on arrive aussi sur les débuts des années 80, où on s'est retrouvé quand même après une vingtaine d'années de socialisme de caserne, on se retrouve pas avec des oligarques, mais avec quand même des gens qui sont enrichis. On a commencé à jouer du pipeau en parlant du secteur privé, mais ce qui s'est fait depuis 99, c'est-à-dire depuis une dizaine d'années maintenant, sur la première dizaine d'années de 99 jusqu'à 2009, donc ça a été l'équivalent de la prédation de l'Algérie depuis l'indépendance jusqu'à 99. Donc pour se dire, l'Algérie entre 99 et 2009 a eu quand même les recettes les plus importantes. Oui. A eu les recettes les plus importantes où on aurait pu réformer tout ça. Mais non, mais les options du régime restent les mêmes. Elles se sont affinées avec le temps. On n'a pas élargi de façon approximative sa base clientèle. Il l'a élargi de façon quasi scientifique. Donc on a besoin des gens corvéables à merci, qui ne remettent pas, non seulement ne remettent pas en cause le système en place, mais en deviennent les farouches défenseurs. Quand vous écoutez les propos que tient Amara Ben Younes, c'est incroyable. Hein, c'est incroyable. Comment il défend ce régime juste parce qu'il attend qu'on lui jette un portefeuille, un Marocain, comme on dit. C'est impressionnant. Mais le système en a fait des... Alors, vous multipliez le cas qu'on vient de citer par des milliers. Excusez-moi de vous interrompre, Bouchelfa. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans leur, j'allais dire, dans leur culot phénoménal. Par exemple, ou Yahya, dans ses déclarations. Toutes ces déclarations sont outrancières. J'en prendrai deux. Par exemple, quand il dit, vous savez, nous, parmi les milliers d'élus du RND, il n'y a eu que 200 qui sont passés en justice pour corruption. Vous imaginez un peu un Premier ministre qui, parlant de son parti politique, dit dans mon parti politique, il n'y a eu que 200 élus qui sont... C'est pas 2, c'est pas 3, 200. C'est lui qui le dit. Et qui, dans le même temps, insulte la justice. Il dit Chakib Khalil a été victime d'une injustice. Et par ailleurs, qu'est-ce qu'il dit? C'est complètement hallucinant. Il dit les 1000 milliards, il répond à la journaliste de la radio, les 1000 milliards qu'on a dépensés, mais vous savez où ils sont allés, voyons. Ils sont allés dans le logement, dans les universités, dans l'autoroute. Il ose parler de l'autoroute qui a coûté 6 à 7 fois son prix logique et que les Algériens ont nommé l'autoroute Gruyère, tellement il y a des trous. C'est une réalité. C'est incroyable. D'où tire-t-il cette audace? En fait, l'audace, il attire. Vous savez, il adapte son discours en fonction du parterre de personnes qui sont en face de lui. Mais la radio, tout le monde l'écoute. Oui, mais il a dit ça à la radio. À un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Donc, nous, en Kabyle, on dit « Isserdoud mistusrouam » et puis l'équivalent, c'est que il ne rougira pas. Voilà. Il a un visage en tôle. Voilà. Donc, à un moment donné, quand vous êtes... Bien sûr. Et puis, quand on est je ne dirais pas le mot, on n'est pas un fonctionnaire de l'État, on n'est pas un commis de l'État, mais chez nous, l'État, on sait ce que c'est. L'État, le concept de l'État a été perverti complètement. Je ne dirais même pas l'oligarchie parce que c'est une... À la limite, il faut dire comment c'est une voyoucratie. On ne peut pas se permettre ce type de langage si on n'a pas été Moi, je n'hésite pas à dire mafiocratie, oui, bien sûr, mais le fonctionnement, médiocratie. Oui, voilà, le fonctionnement est le même. Donc, à partir du moment où on se permet de tenir ce langage, moi, ça ne me choque qu'à moitié. Sur quoi il joue sur la capacité de résistance de l'Algérien qui est quand même très profonde. Le seuil de tolérance de l'Algérien est très profond. Moi, je ne crois pas que... Peut-être même trop. Voilà. Alors, le problème aujourd'hui, il faut dire ce qu'il en est. Moi, j'ai eu, en début de semaine, donc, sur le même plateau, je l'ai dit, je pense qu'il y a une responsabilité d'abord de l'opposition sur le plan politique, d'autre part. Et je le redis encore une fois, je pense que tout ce qui est censé jouer le contre-pouvoir donc a été complètement laminé par le système, à savoir la presse, le syndicat. Donc on a encore un syndicat qui est aux ordres. Oui.
Une presse qui est aux ordres. Une presse qui est aux ordres. Donc la presse qui est libre, donc on sait ce qu'elle subit comme pression. Oui. Voilà. Donc la liberté d'expression n'est pas une réalité chez nous. C'est faux. Elle est tolérée dans le cadre du NIDAM. C'est tout. Et je me permets de vous interrompre. Et un salut au passage encore aux syndicalistes autonomes qui continuent à lutter. Et juste quelque chose sur ce que je veux insister, c'est les dynamiques sociales qui se sont affranchies de la tutelle du système depuis une dizaine d'années. Donc nous avons des lames de fond comme ça qui travaillent notre société. C'est ce que la plupart des observateurs disent. C'est-à-dire que les gens, il y a quand même des dynamiques, c'est ce qui fait peur au système. Oui. On ne parle pas des cafés littéraires, on parle des endroits où les Algériens se rencontrent pour parler, indépendamment de leurs identités politiques, indépendamment de leurs étiquettes politiques, de leurs penchants politiques. Ils se retrouvent pour débattre, échanger. Ça, c'est le danger pour le système. Et c'est un frémissement très appréciable. Voilà. Hassan Moussi, en 3 minutes, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce phénomène des haragas qui aujourd'hui se massifie et se diversifie au point où parmi les haragas aujourd'hui, il y a des femmes et des enfants en bas âge. Et oui, Jamal, c'est tout à fait normal, vu la situation qu'ils vivent, ces gens-là, en Algérie. Il va y en avoir encore des gens qui fuiront l'Algérie, qui partiront là au risque de laisser tout ce qu'ils avaient de bien. Les gens préfèrent aller mourir dans les abysses de la Méditerranée, souffrir ailleurs, que de rester en Algérie. Ce que je voulais ajouter à Jamal, c'est qu'aujourd'hui, une personne compétente et honnête en Algérie est vue comme étant naïve et à l'opposé, si vous voulez, de tout ce qui triche, tout ce qui font comme l'a si bien dit tous ceux qui font de l'informel et qui ont des références bien placées. Tous les voleurs sont alors devenus des modèles, Jamal, en Algérie, des exemples à suivre et des voilà donc comment les choses se font à l'envers chez nous. Oui. Allô, Moussi, Hassan Moussi. Oui. Merci Hassan Moussi. Le mot de la fin revient à Sassi Balgat. Nous l'avons perdu malheureusement. Je reviens à vous, Hassan Moussi. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce que vous pensez que ça va sortir de quelque part, des hommes qui vont venir, des forces, des hommes, une synergie qui va se mettre en place pour représenter les aspirations très légitimes des Algériens, d'être dignement représentés, quitte à se serrer la ceinture, quitte à accepter des sacrifices pendant des décennies pour sortir ce pays de l'ornière? Nous l'avons perdu. Donc la question... Ah, Sassi Balgat, nous l'avons retrouvé. Sassi Balgat, le mot de la fin. Il y a de l'espoir, selon vous, de pouvoir retrouver une possibilité d'aller vers un avenir meilleur? Tout à fait, tout à fait. Je vous assure, Jamal, il y a une capacité, c'est-à-dire que la société algérienne a une capacité de résilience extraordinaire. C'est dans les moments où on perd complètement espoir qu'elle reprend son souffle. Il me semble que dans quelques jours, on va fêter le 1er novembre. Et c'est un indicateur. C'est un indicateur. Il n'y a pas de fatalité. Moi, je ne crois pas à la fatalité, que ce système pourra s'imposer, imposer ses choix à tout un peuple qui s'est libéré, vaillamment, d'une manière qui a marqué son combat, a marqué le XXe siècle. Et puis les cercles concentriques dont vous parlez, qui en ont profité de la rente, ils représentent au maximum, c'est 15% de la société. C'est 15% de la société, la plupart. Il y a une misère indescriptible aujourd'hui dans les quartiers populaires. Les gens, ils ont du mal à finir leur mois. Ils ont du mal. Et là, je vous disais il y a un instant, qu'il y a une colère sourde, mais en même temps, il y a ce qui empêche les citoyens, le peuple d'exprimer sa colère, c'est ils ne veulent pas aller une fuite en avant, et puis, on ne s'étend jamais, des dérapages, il peut y avoir des dérapages, et on ne pourra même pas rectifier là. Mais moi, je reste, je dis prudemment, optimiste, pour deux raisons. Nous allons rester sur
cet optimisme. Je vous remercie, Sassi Balgat, comme je remercie, merci beaucoup, je remercie Hassan Moussi que nous avons perdu. Et merci beaucoup. Et je reviens à Boukhalifa Ben Mamar. Sassi Balgat est très optimiste. A-t-il raison d'être optimiste dans de telles circonstances? Est-ce nous qui sommes trop pessimistes? Alors, c'est vrai que, bon, lui, il est sur le terrain, donc il a son approche. Donc, moi, je dirais tout simplement, les rapports de force doivent aller dans le sens où les problèmes qui sont posés chez nous sont multiples. Pour que je puisse être optimiste, est-ce que les protagonistes qui demain vont s'asseoir autour d'une table, parce que fatalement, il va falloir que ça se fasse, de l'opposition la plus large possible. Est-ce qu'on va aborder les options politiques et économiques? Est-ce qu'elles seront mises sur la table? Quel projet donc cette opposition va porter? Quelle sera la place du citoyen et de la femme en Algérie? Quelle sera la place du religieux dans le monde politique algérien? Quelle sera la place de l'armée? Voilà. Est-ce que demain l'armée sera subordonnée aux civils? Oui. Donc des questions qui se poseront fatalement. Donc je pense que l'optimisme par rapport à l'élément humain est là. Moi j'ai foi en mes concitoyens. Et on dit qu'il ne faut jamais désespérer des peuples. On dit que les peuples ont des ressorts cachés que personne ne peut imaginer, qui seront là au moment voulu. C'est tout ce qu'on souhaite. Merci à vous, Boukhalifa Ben Mamar. Merci à Hassan Moussi. Merci à Sassi Balgat. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Bqaw ala khair, bislama.